Bonjour Aurélie, Bonjour Franck. j'aimerais déjà peut-être qu'on commence par le plus simple, que tu te présentes. La présentation. Oui. Alors, je m'appelle Aurélie Deguet, j'ai 44 ans. Je suis diplômée d'un brevet d'état des métiers de la forme que j'ai eu au Krebs d'Oulgat en 2000. Suite à ça, j'ai travaillé quelques années dans le fitness et rapidement, je me suis dirigée vers la rééducation, d'abord en cabinet de kinésithérapie et de bien-être. Pendant 8 ans, j'étais à mon compte. Et ensuite, j'ai décidé de me lancer en clinique de rééducation, en hôpital de jour. Donc, c'était des services, donc hôpital de jour orthopédique, sportif, gériatrique. Voilà. Et depuis, je me suis spécialisée dans la prévention des troubles musculo-squelettiques. Je sais que tu m'as souvent dit que tu ne souhaitais plus être définie comme coach sportive, tel qu'on l'entend, donc comment te définirais-tu? Je suis une experte de l'optimisation du logiciel mécanique humain. Bien, qu'entends-tu par logiciel? Alors, Le mécanique, on peut comprendre, mais logiciel... Ouais. Le logiciel, si tu... Alors, on conçoit plus le logiciel dans un ordinateur. Hein. Logiciel serait l'ensemble des programmes qui permet au système de fonctionner correctement. Chez l'être humain, on a comme système, on a le système articulaire, musculaire, nerveux, etc. C'est ce qui va te permettre, succinctement, mais c'est ce qui va te permettre de te mouvoir, qui va permettre de te déplacer, de bouger. Et en fait, le logiciel, ça va être le programme qui va te permettre de mieux utiliser tous ces systèmes-là. Et moi, j'interviens dans l'optimisation de ce logiciel avant de considérer le corps. Voilà. Donc, par opposition, pourquoi tu ne voudrais plus être considérée comme une coach sportive? Ouais. En fait, c'est aussi, dans un premier temps, l'image du coach sportif où on conçoit qu'un coach sportif en fait, t'amène à obtenir un résultat qui est mesurable, une performance, un résultat esthétique, autant qu'un entraîneur ou même un rééducateur. Toutes les personnes qui vont enseigner le mouvement vont t'amener vers un résultat à un instant T, à une date prévue, très souvent. Moi, et ce que j'ai remarqué en fait dans leur enseignement, c'est que la manière d'enseigner est de répéter le mouvement. C'est-à-dire que tu le répètes. C'est indispensable. Il faut répéter un mouvement, ça c'est sûr. Ça, j'ai aucun problème avec ça. Il faut le répéter, mais très souvent, la personne répète le mouvement. Donc, on fait faire le mouvement à la personne, mais on ne vérifie pas que la personne a conscientisé en elle-même et s'est approprié le mouvement dans son corps avec ses ressentis, son histoire et ses émotions. Ce qui fait que le mouvement est là, à amener un résultat, mais la personne ne l'a pas intériorisé réellement et ne l'a pas vraiment vécu. Voilà. En fait, c'est là-dessus que moi j'interviens, c'est que je cherche à ce que la personne soit autonome parce qu'elle passe par ce logiciel que j'appelle conscientisation, par le ressenti, par les émotions, où elle s'approprie le mouvement dans son corps et elle est capable de le reproduire dans n'importe quelle situation. Donc en fait, elle devient plus autonome sur le long terme. Non, ben justement, parce que tu nous parles justement que le coach sportif, il est dans la performance, et là tu nous parles d'optimisation, c'est-à-dire que donc en fait tu proposes une activité sportive qui est en dehors de la performance? Alors il y a une performance. Tout à l'heure je disais, il y a une performance qu'on doit atteindre, un résultat, une perte de poids, peu importe, mais une performance qui peut être mesurable. Moi la performance, elle est sur la manière en fait d'optimiser sa santé sur le long terme. Et la performance, elle est là. C'est-à-dire que peu importe la situation dans laquelle ton corps va se trouver, avec, et là il ne faut pas oublier ton mental et tes émotions, tu vas être capable, tu vas avoir un logiciel suffisamment à jour pour maintenir, respecter ton corps et ta santé sur le long terme et donc éviter les blessures. Et la performance, elle est là, c'est-à-dire être autonome et s'adapter sur le long terme et donc à vie. Ton job, ton expertise, c'est de permettre une optimisation, une performance sur le long terme par la conscientisation de nous-mêmes? C'est ça. C'est-à-dire que, alors, il y a aussi une histoire d'éducation et de culture, c'est qu'on nous a souvent branchés sur l'extérieur. On nous a rendus très attentifs à ce qui se passait à l'extérieur. Et on ne nous a jamais appris à nous brancher sur notre intérieur, à notre être, à nous. Par exemple, à notre mode de fonctionnement, à nos émotions, à comment on utilise notre corps. Voilà, tout ce qui nous appartient,
on nous a pas appris ça. L'optimisation du logiciel, c'est effectivement de rendre les gens plus conscients d'eux-mêmes et donc plus responsables aussi, parce que du coup, ils ont vraiment les outils pour s'adapter à la vie et aux différentes situations. Et là, c'est dans le mouvement. Le mouvement et la conscientisation du mouvement permettraient aux personnes de rester en meilleure santé. Quelle est la définition de ce corps en bonne santé, selon toi? Un corps en bonne santé, c'est un corps qui va réussir à s'adapter aux différentes situations qu'il va rencontrer, en évitant les blessures et en diminuant fortement les douleurs, en tout cas en évitant les douleurs à vie. En fait, on met des logiciels à jour partout autour de nous dans les machines, mais on ne met pas notre propre logiciel à jour de manière régulière. Et en fait, moi, j'interviens à chaque fois à ce niveau-là. Tu m'as dit qu'il y avait vraiment dans la mécanique du corps, il y avait des fondamentaux. Et toi, par Holycorps, tu apportes un supplément qui est cette conscientisation. Mais quels sont ces fondamentaux du coup? Alors, je les ai synthétisés en 4 fondamentaux. La force globale. Alors, on va dire, j'ai envie de mettre la gestion de sa force et le maintien. La gestion et le maintien de la mobilité articulaire globale. La gestion et le maintien des réflexes, et la gestion et le maintien de le centrage abdominal. Je mets l'accent dans l'enseignement du logiciel, enfin de l'optimisation du logiciel, par ces mouvements-là en fait, à travers ces 4 fondamentaux. Tu disais en fait qu'il y avait une différence fondamentale entre quelqu'un qui est en mouvement et quelqu'un qui est dans l'agitation, et que tu le perçois très clairement parfois dans la façon dont les gens travaillent leur corps. Rééducation sportive ou pas sportif, je me rends compte que les gens sont clairement, mais pour la plupart, je précise bien, complètement à côté de leur corps et qu'il n'y a aucune gestion de leur effort. Et l'agitation, c'est en fait faire une activité, bouger son corps pour obtenir un résultat, aller d'un point A à un point B ou déplacer une charge, peu importe, se lever, avec une dépense énergétique inutile, où en fait on dépense trop d'énergie pour obtenir le même résultat. Alors qu'on peut bouger dans son corps, en le respectant plus, obtenir le même résultat et moins dépenser d'énergie. Et là on n'est plus dans l'agitation, on est dans un mouvement conscientisé et respectueux du corps. Est-ce que tu aurais un exemple à nous donner? Alors en clinique j'en ai plein, mais il y en a un qui m'a particulièrement marqué. C'était l'arrivée d'un cascadeur qui avait entre 50 et 55 ans, qui en était donc sportif évidemment, qui utilisait son corps en permanence, c'était son outil, et il s'est retrouvé à se faire opérer pour la seconde fois seconde opération de la hanche, donc c'était la deuxième opération, deuxième prothèse de hanche pour un cascadeur. Et je me souviens de sa réaction quand il est arrivé et qu'il savait qu'il avait dans son programme de rééducation, il avait de l'activité éducateur sportif. Donc il est arrivé en me disant « Super, je suis content de vous voir, ça va me faire du bien, je vais pouvoir me dépenser parce que là j'en peux plus d'être avec les béquilles, etc. » Et en fait, très souvent, je prends du temps avec les gens, je lui dis « On va pas faire de sport aujourd'hui, on va parler, on va discuter. » Parce que j'ai besoin de comprendre un peu le mode de fonctionnement, le tempérament et les émotions de la personne, juste en mode observateur pour un peu savoir où je vais. Et là, j'ai rapidement compris que c'était quelqu'un qui était constamment dans l'extériorisation. D'ailleurs, il était énormément dans la séduction, il était dans l'extériorisation, il avait besoin d'attirer l'attention. Donc tout était comment on peut dire, exacerbé chez lui. Et en fait, mon job a été de lui faire des mouvements dans la conscientisation et dans l'économie du geste. Et ça a été un travail aussi sur son mental et sa capacité aussi à comprendre pourquoi il bougeait comme ça et pourquoi il a été amené justement à se blesser autant de fois à son âge et à s'user en fait de cette manière-là. Donc le job, il a été là. Donc il a même pris conscience de qui il était et comment il fonctionnait en fait. C'est que le corps est juste... La manière de se mouvoir est une réaction par rapport à nos émotions. Que l'on fasse du sport ou pas, notre manière de bouger est complètement liée à nos émotions et à ce que notre psychique gère. Tout à l'heure, tu nous as parlé de la prévention des troubles musculo-squelettiques et tu proposes ton service en entreprise au travers justement de ton service Holycorps. Ouais.
On parle souvent en entreprise de l'ergonomie du poste de travail. Ouais. Donc, est-ce que c'est ce sur quoi tu interviens? Absolument pas. Moi, je n'interviens pas au niveau du poste. Ça, c'est le dirigeant qui est censé rentrer dans les normes de l'ergonomie du poste. L'humain, c'est le premier acteur d'une entreprise et avant d'utiliser les machines, on utilise un être humain. Et donc, moi, je trouve que ça a du sens justement, et ça devrait être une priorité, de s'occuper d'abord de l'humain pour que l'humain puisse utiliser les machines et occuper le poste de manière efficiente. Voilà. Tu parlais du risque parfois même de la contre-productivité que peut représenter trop d'ergonomie d'un poste de travail. Alors justement c'est ça, c'est que trop de confort ou de sécurité, et ça a été prouvé, c'est que, alors je sais que ça va faire bondir certains, c'est qu'en fait beaucoup de systèmes dans nos vies nous empêchent de réfléchir par nous-mêmes et de nous auto-gérer et de gérer donc notre manière de penser ou notre manière de bouger. Et ce qui fait que quand on met quelqu'un dans trop de sécurité, il n'est plus attentif à ce qu'il fait parce que son inconscient sait qu'il est en sécurité. Et du coup, c'est là où on peut justement... la personne se déconnecte d'elle-même parce qu'elle est dans une sécurité. Du coup, elle ne fait plus attention à ce qu'elle fait. L'exemple, dans le sport, par exemple, c'est les hypersemelles, les hypercompensations, où en fait la personne se sent soulagée parce qu'elle court grâce à cette semelle, mais en fait, c'est parce qu'elle ne sait pas courir qu'elle se faisait mal aussi aux pieds. En fait, comme elle ne savait pas gérer sa foulée, elle a mis une semelle pour compenser, alors qu'en fait, il faut enlever la semelle, presque, et lui apprendre à reprendre conscience de comment elle va poser son pied au sol et à revenir, j'en reviens, à elle-même et à se brancher et à mettre à jour le logiciel pour comment je bouge pour ne pas me faire mal. Et des fois, effectivement, trop d'ergonomie, trop de confort nous empêche de continuer à être maître de ce qu'on fait en fait et à bien gérer notre manière de se mouvoir et d'utiliser notre corps. Si tu ne prends pas le relais, tu es en supplément par rapport, peut-être même avant, j'aurais presque envie de dire, tu optimises l'utilisateur avant d'optimiser son poste parce que quasiment un être humain qui est préparé à son poste et parfaitement la capacité de le faire, n'a pas besoin qu'on lui apporte de l'ergonomie de travail. Plus de confort que nécessaire. Ouais, exactement. C'est pour ça que c'est important de garder l'humain éveillé par rapport à ce qu'il fait. Et par contre, tu nous disais tout à l'heure, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une obligation, une responsabilité de l'entrepreneur de rendre un poste ergonomique pour son salarié. Est-ce que du coup, tu places la santé des salariés dans ce même cadre obligatoire de responsabilisation de l'entrepreneur? Alors c'est vrai que en parlant à des dirigeants, j'ai souvent une réflexion, on est déjà assez responsable de toutes les réglementations qu'il y a à mettre en place dans une société. Maintenant, on aurait à endosser la santé d'être responsable de la santé de nos employés. Et là, je leur ai dit absolument pas. Mais par contre, vous êtes tributaire de leur santé. Ça, vous ne pouvez pas faire sans la santé de vos employés et même de votre santé à vous, parce que je les intègre à chaque fois, évidemment, dans l'équipe. C'est qu'on est forcément tributaire de sa santé. Lorsque on dirige une société, il y a de plus en plus de machines, il y a des intervenants, des professionnels qui viennent s'occuper de ces machines-là. Moi, je suis la responsable du logiciel humain, mécanique humain. Donc en fait, chacun son poste. Est-ce que tu peux nous donner, justement, quand tu parles qu'il en est tributaire, un peu une idée du poids que représente dans une entreprise la bonne santé des salariés? En fait, quand un salarié peut s'absenter pour plusieurs raisons, blessure, maladie, burn-out, donc en fait, on va mettre ça dans la bulle de l'absentéisme. Et l'absentéisme a un coût même direct et indirect. Et en fait, c'est de diminuer cet absentéisme et en fait de diminuer les coûts qui sont énormes chaque année dans les sociétés. Il y aurait 18% des dirigeants qui se seraient mis à l'activité physique en entreprise, qui ont compris, mais qui ont concrétisé la mise en place d'activité physique dans leur société. L'avantage, c'est qu'on a observé entre 20 et 25% de diminution du turnover, une augmentation de la productivité qui est entre 2 et 9% de productivité en plus. On a une rentabilité qui peut se situer jusqu'à
12% de rentabilité, voire 14% de rentabilité en plus sur un même temps donné de travail par travailleur, une diminution des troubles musculo-squelettiques. En fait, tout se remet à niveau et au bout de 10-12 mois d'activité physique, la société a économisé énormément d'argent. Et là, on serait autour de 6 000 voire 12 000 euros par salarié par an. C'est énorme. Moi, mon intervention, elle va rapidement se rentabiliser et au final, même, je ne coûterai rien. Je vais même permettre à la société d'être plus productive, d'être plus rentable et d'avoir un chiffre d'affaires qui augmente. Avec des salariés encore plus heureux et un dirigeant très content. Et ce que tu proposes là, est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment axé PME, PMI? En comparaison, on a l'impression que ce sont, voilà, oui, c'est sûr, chez Google, il y a salon de jeu et compagnie, mais est-ce que là, il y a d'abord comment rendre les choses faisables? Qu'est-ce que l'entrepreneur doit préparer, faire pour pouvoir t'intégrer dans l'entreprise? Quelles sont les connaissances qu'il doit avoir, etc., etc. Alors lui, il n'a aucune connaissance à avoir. C'est moi, en fait, qui vais intervenir sur le terrain. Disons que c'est, de sa part, ça serait plus une envie de dire, voilà, quel est le champ des possibles pour qu'on puisse mettre ça en place. Et ça, on fait ça ensemble, c'est-à-dire que moi, j'interviens sur le terrain. Évidemment, je dois m'intéresser aux différents postes, aux différents besoins et si possible aussi avoir une interaction avec les employés parce que c'est aussi avec eux qu'on voit aussi les problématiques et les problèmes qui reviennent. À partir de là, moi, je vois de quoi la société a besoin, comment elle fonctionne, son organisation. Et ensemble, on met en place les horaires, les créneaux, l'organisation qui puisse être mise en place sur le terrain. Donc tant que moi je ne suis pas allée sur le terrain, tant que je n'ai pas rencontré le dirigeant ni la manière de travailler, je ne peux pas au début me prononcer à savoir s'il est possible et comment on va mettre en place l'activité physique. Et surtout aussi, quel contenu. Parce que d'un métier à un autre, je ne propose pas, en fait les besoins ne vont pas être les mêmes pour des secrétaires que quelqu'un qui va être sur un chantier. On ne va pas avoir les mêmes besoins physiques et aussi psychologiques. Et l'idéal c'est, en ayant remarqué que mettre une activité physique, en tout cas un échauffement avant la prise de poste, on diminue de 50% les troubles musculo-squelettiques. Donc c'est énorme. L'idéal c'est de faire ça le matin avant la prise de poste, 15 à 20 minutes. Pareil, on adapte. Il y a la possibilité de faire ça à la pause déjeuner et il y a la possibilité de faire ça hors du poste de travail. Et là, il faut voir avec le dirigeant. En fait, tout est possible. Il faut en discuter. Il faut être ouvert et avoir envie que sa société aille mieux, tout simplement. C'est vraiment une vraie envie. Et j'inclus encore les dirigeants. Et quand tu parles effectivement de ces 15-20 minutes en début de journée, en comparaison du temps gagné par rapport aux arrêts de travail, etc., finalement ça reste très minime. Le coût financier, apparemment, comme tu l'expliques, moi j'ai été surpris par les chiffres qui nous donnent quand même entre 6 000 et 12 000 euros, si j'ai bonne mémoire, d'économie par salarié par an. C'est colossal, c'est presque 2-3 mois de salaire. Ouais. Parce qu'en fait, donc là c'est non seulement les arrêts de travail, mais tous les coûts induits par rapport à ces arrêts de travail. C'est ça en fait. C'est ça. C'est pas juste ce que coûte le salarié, mais ce que ça va impacter sur la société, la productivité, le remplacement, la formation d'une autre personne. Et en fait, quelqu'un d'absent et le turnover aussi de la personne, quelqu'un qui s'en va, la remplacer, la former de nouveau, tout ça, ça a des coûts indirects. Et c'est là-dessus, en fait, c'est tout ça, en fait, dont il faut se rendre compte. J'imagine que tu ne te dis pas être la fée clochette, tu n'arrives pas d'un coup de baguette magique pour tout changer. Non. Comment ça se passe? Quel engagement doit prendre l'entrepreneur? Quel est le temps nécessaire pour voir des changements? Est-ce que déjà là-dessus, il y a des choses qui sont établies? Qu'est-ce que tu proposes et de quelle façon? À partir de 2 séances dans la semaine, de 15 à 20 minutes, on va commencer à avoir des améliorations et du bien-être à partir de 3 mois. Maintenant, à 3 mois, la personne n'a pas encore intégré ni enregistré les automatismes et la mise à jour du logiciel. Pour ça, il faut minimum 6 mois. L'accompagnement que je propose, c'est minimum 6 mois, 1 an, et on renouvelle. Mais sur chaque contrat, il y a la possibilité d'arrêter au bout de 3 mois pour déjà avoir le temps de ressentir et de vivre les choses. Pour X raisons, le responsable, le dirigeant peut arrêter le contrat au bout de 3 mois. Mais pour avoir vraiment des résultats et que la personne puisse, que les salariés et les dirigeants puissent vraiment
commencer à sentir cette autonomie, cet automatisme, ce bien-être et à se sentir plus autonome, il faut 6 mois minimum, mais minimum. C'est pour ça que j'ai calé les accompagnements sur ces durées-là. Sinon, ça n'aurait vraiment, je pourrais proposer 1 mois, 2 mois, ça n'aurait absolument mais aucun sens si vraiment la vraie volonté, c'est que la société soit boostée. Il faut se projeter sur du moyen long terme. Sinon, ça ne sert à rien. Merci beaucoup. Merci.